Tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers amis de Tranche de vie, je suis aujourd'hui avec Claudie et Jean-Louis, deux fringants retraités, qui viennent de faire un voyage mémorable dans l'ouest de l'Inde et qui vont nous livrer leurs impressions. Claudie, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'initiative de ce voyage ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé ensemble ? C'est plutôt moi parce que je dirais pas une passion pour l'Inde, mais c'est un pays qui effectivement me fascine. J'y suis allée déjà 2 fois. En Inde du Sud, et justement je voulais absolument découvrir une autre région, et le Rajasthan, c'est la destination presque première. Dès qu'on ne connaît pas l'Inde, on pense plutôt Rajasthan, et donc effectivement l'idée vient plutôt de moi. Donc vous étiez déjà initié à l'Inde, à cet énorme pays, et vous avez voulu en faire profiter Jean-Louis, c'est ça ? Tout à fait. Je pensais qu'il ne me suivrait pas, mais finalement, je ne sais pas si je t'avais montré quelques photos, et oui, il m'a suivi. Jean-Louis, cette initiation à l'Inde, à l'initiative de Claudie, est-ce qu'elle vous a déçu ? Est-ce qu'elle vous a enthousiasmé ? Non, j'en suis revenu très très heureux. C'était une découverte pour moi et je ne regrette absolument pas. Alors vous avez choisi le Rajasthan, vous avez choisi l'ouest de l'Inde, le nord-ouest de l'Inde. Rappelons que le Rajasthan, dans cet énorme pays, c'est aussi un État énorme puisque c'est le plus grand, qui a presque 350 000 km² et une population qui est supérieure à celle de la France. Effectivement, 73 millions. Alors, qu'est-ce qui dans le Rajasthan vous a attiré particulièrement par rapport aux autres régions que vous aviez vues ? C'est complètement différent. L'Inde du Sud, par exemple, c'est beaucoup plus religieux. Donc, ce qui est surprenant, c'est tous les temples qui sont magnifiques, très sculptés, en dôme. Pas en dôme, comment ça s'appelle ? En cône, oui. Là, vous parlez de l'Inde du Sud. De l'Inde du Sud. Et donc, je voulais voir vraiment autre chose parce que, en fait, on parle des palais, etc. En Inde du Sud, on n'en trouve absolument pas. Donc, je voulais absolument voir, justement, cette autre partie un peu prestigieuse de l'Inde, les Maharajas, etc. La vision classique qu'on a de l'Inde. Voilà, l'Inde historique des Rajputs. Voilà, tout à fait. Et on n'a pas été déçus parce qu'effectivement... On a visité tous les grands palais, les forts, surtout les forts, princiers, et c'est extraordinaire, Jean-Louis, est-ce que vous avez eu un véritable choc culturel quand vous avez découvert ce pays en l'abordant par le Rajasthan uniquement, puisque oui. Pour vous c'était la première fois. Effectivement, c'était la première fois, et avant le Rajasthan, nous sommes atterris à New Delhi. Oui. Donc déjà, Delhi, c'est pas le Rajasthan, mais c'est la capitale. C'est une ville immense, qu'elle fait à peu près 18 millions d'habitants. Et là, j'ai découvert quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on peut voir en Europe. De la foule partout, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, et puis donc beaucoup de couleurs. C'est vraiment un dépaysement total dès l'arrivée. Alors ensuite, vous avez pris la route, vous avez pris l'avion et vous avez fait un circuit à l'intérieur du Rajasthan. Et ce circuit, qu'est-ce que ça a été ? Alors, quelles sont les principales étapes ? Alors, oui, Jean-Louis, parce que Jean-Louis est très ordonné, donc, parce que moi maintenant j'ai plus que des impressions. Donc on a démarré par New Delhi, on a fait ensuite Mandawar. Alors là c'est très particulier, c'est une ville où vous avez d'anciennes maisons abandonnées, très très peintes à l'extérieur. C'est d'anciens commerçants, c'est ça ? Oui, c'est ça, ce sont...
Ce sont ce qu'on appelle des havélis. Ce sont des maisons somptueuses qui appartenaient à de riches commerçants. C'était à l'époque des caravaniers, donc ça remonte à quelques dizaines ou centaines d'années. Et ces commerçants, on parle de commerçants, mais c'était des gens très fortunés qui avaient des centaines de dromadaires et qui faisaient les échanges. Donc Mandawa était situé sur cette route des caravaniers. Mais lorsque les Anglais sont arrivés, il y a eu un changement total. C'est-à-dire qu'il y a eu des constructions d'usines à proximité des ports, si bien que la route des caravaniers était délaissée. Ces maisons, aujourd'hui, sont abandonnées en grande partie. Alors, vous venez de parler de caravanes, vous venez de parler de dromadaires. Il faudrait quand même rappeler à nos auditeurs que le Rajasthan, en Inde, a un caractère quand même assez particulier. Du point de vue climatique, c'est un État qui est bordé par le désert de Thar, si je ne m'abuse, et donc c'est une région très sèche par rapport à ce que vous connaissiez de l'Inde du Sud. Oui, enfin très sèche le long de la frontière. Oui, on a vu le désert parce que donc on est remonté jusqu'à la frontière nord, donc la frontière avec le Pakistan. Donc là effectivement il y avait le désert. On a d'ailleurs fait donc une traditionnelle promenade à dos de chameau. Ou dromadaire, oui, je confonds toujours les deux. Mais sinon, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était si désertique que ça. C'est-à-dire que le Rajasthan est relativement étendu. Et effectivement, sur la partie nord-ouest, tout près du Pakistan, c'est le désert, avec le sable, les dunes, comme on le voit habituellement. Mais quand on va vers le sud et qu'on revient vers l'est, là, on trouve des cultures et on n'a plus le désert. Ouais, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'Inde du Sud, par rapport à la région de Goa, c'est quand même un pays qui est relativement sec. Hein. Oui, alors, Jean-Louis, à nouveau, vos premières impressions, vos contacts avec la population, bien que vous ayez fait ce voyage, si je ne m'abuse, en groupe. Est-ce que ces contacts vous ont paru faciles, agréables ? Oui, bien sûr, c'était un voyage organisé donc en groupe et en bus, mais nous avons fait beaucoup de haltes dans les villages et dans les villes et on a eu l'occasion de voir et de discuter avec des commerçants ou avec des gamins qui étaient dans les rues et on a trouvé les Indiens très souriants, très accueillants, très bon accueil en général. Donc d'une manière générale, bon accueil. Alors, est-ce que vous, Claudie, vous aviez déjà eu ces contacts avec l'Inde, et donc vous saviez à peu près ce que vous alliez trouver du point de vue de la vie quotidienne, et en particulier de l'alimentation. Oui. Est-ce que vous avez trouvé une différence entre l'Inde du Sud que vous connaissiez et puis la nourriture du Rajasthan ? Alors, effectivement... Quand j'étais allée en Inde du Sud, moi j'ai adoré justement leur nourriture. Moi ça correspond complètement à moi, épicé, avec des saveurs très différentes parce qu'ils mettent énormément d'épices dans tout ce qu'ils font. Le riz n'est jamais un riz blanc, c'est toujours cuisiné avec énormément de légumes, etc. Le manque de viande à l'époque, moi, m'avait absolument pas gêné. Au contraire, ça m'avait fait du bien. Donc là, au Rajasthan, donc effectivement là-bas, c'est très peu de viande. Hein, je crois que les gens du groupe, forcément, voulaient retrouver des choses qu'ils connaissaient. Ils cherchaient les morceaux de viande. Quasiment, on n'a eu que des petits bouts de poulet, et encore une fois sur 3. Bon, moi, personnellement, ça m'a absolument pas gêné. La différence peut-être avec l'alimentation du Sud, c'est quand même plus relevé. C'est plus relevé. Mais c'est plus épicé. Mais bon, ceci dit, je pense que dans les restaurants où on est passé, c'était fait en sorte qu'on puisse avaler quand même, parce que c'est tout à fait mangeable. C'était bon. Jean-Louis, choc culturel, alimentaire ? Oui, bien sûr, c'est complètement différent de ce qu'on peut déguster en France, mais moi j'ai trouvé ça très très bon et certainement très sain au niveau santé. Effectivement, peu de viande, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et je pense que pour une santé, c'est excellent. Alors vous vous êtes déplacé au cours de votre circuit par la route. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Comment avez-vous ressenti la circulation, la manière de conduire des Indiens par rapport à la France ? Ouais. Là, on peut dire qu'on peut qualifier la conduite de sportive, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en France. Le code de la route, il existe, mais il est très peu respecté. Et puis, alors, ce qui nous a surpris dès le départ, c'est l'utilisation du klaxon. C'est-à-dire qu'en Europe, nos voitures sont dotées d'un klaxon, mais qu'il faut utiliser à minima, alors qu'en Inde, la
la règle, c'est d'utiliser le klaxon en permanence. Si bien que ce soit les motos, les mobylettes, les camions, tous sont dotés de klaxon et les chauffeurs les utilisent en permanence, ce qui fait un bruit terrible. Ouais, on a l'impression que c'est le klaxon qui fait avancer les voitures ou les motos. Ça. Et puis surtout cette densité de circulation. C'est énorme, c'est des 4-5 voies. Enfin, nous, alors, on a eu plusieurs expériences. Je reconnais que là, j'ai eu peur. Parce qu'on plusieurs fois, on a essayé tous les moyens de transport, quasiment. Les toc-toc, donc ces petits véhicules à... Petit taxi à 3 roues. Oui, voilà. Oui. On est monté aussi dans des petites calèches. Et avec cette circulation à droite, à gauche, cette effervescence, moi, à un moment donné, je me suis dit, on va avoir un accident, c'est pas possible autrement. Eh ben non. Non. Et en fait, ils s'amusent. C'est un désordre organisé. Oui, ils s'amusent, ils rient, alors que nous, on était complètement coincés. Moi, j'ai eu peur cette fois-là. Et alors, surtout, ce qui est remarquable, et là, par contre, je n'avais pas vu du tout en Inde du Sud, c'est la permanence des vaches, que ce soit sur des autoroutes, sur des voies à grande circulation. Donc, vous avez des vaches qui se promènent, aucun stress, donc elles vivent continuellement dans ce bruit. Elles savent qu'elles sont respectées. Donc, il n'y a aucun stress. Donc, elles s'allongent au milieu des voies. C'est extraordinaire. Et toutes les voitures les évitent. Alors, on va rappeler simplement pour nos auditeurs que le Rajasthan est à 90% hindouiste et que le reste est constitué par une majorité de musulmans. C'est-à-dire le reste, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais... on dira aussi pour nos auditeurs que le Rajasthan c'est une grande région d'élevage. Il y a beaucoup d'élevage, ce qui explique peut-être la fréquence des rencontres avec les bovins. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez aborder un petit peu concrètement ce que vous avez vu, quels sont les vestiges que vous avez rencontrés, visités et qui vous ont particulièrement frappé? Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. À Mandawar, on a commencé par cette ville, donc les Haveli, donc ces fameuses maisons qui étaient magnifiques puisqu'elles appartenaient à de riches commerçants, donc des maisons décorées, peintes et sculptées. Malheureusement, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup sont abandonnées. Cela dit, quelques-unes maintenant sont transformées en hôtels. Donc ça, c'est le premier souvenir qu'on a de notre voyage. Et ensuite, nous sommes allés vers l'ouest. Nous sommes arrêtés à Bikaner. Oui. Et donc là, on a vu les vestiges d'une grande forteresse très bien conservée. Et là aussi, avec beaucoup d'habitants. Et c'est une densité de population énorme, quoi. Alors pourquoi la présence de tous ces forts, tous ces palais fortifiés au Rajasthan? C'était des petites, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, des principautés où les maharajas se faisaient... oui, c'était des rois qui se faisaient la guerre continuellement. C'est le système féodal de chez nous au Moyen-Âge. Donc c'est des forteresses, oui, où ils devaient se défendre. Alors après, il y a eu l'influence moghole. Et en fait, on voit successivement, au travers des décorations, des sculptures, la richesse de ces princes qui étaient musulmans en plus. Et qui ont, donc ça vous fait un art hindouiste, musulman en même temps. Les deux se confondent. Et c'est d'une richesse absolue, quoi. C'est des artistes extraordinaires. Donc, Et on voit sur des clichés que ces bâtiments ont des couleurs rouge, rosâtre, et oui. Je pense que c'est du grès. Oui, du grès rouge, effectivement, du grès rouge, oui. Beaucoup de constructions en grès rouge, mais très, très décorées, très sculptées. Ouais. Et est-ce que ce patrimoine est entretenu, qui est quand même un patrimoine énorme, est-ce qu'il est entretenu? Est-ce que le gouvernement indien a les moyens, le gouvernement de l'État du Rajasthan, les moyens de l'entretenir? Nous, on a trouvé que c'était très bien entretenu. Effectivement, on était surpris, que ce soit les constructions elles-mêmes et même les jardins, tout ce qui est aux alentours. Oui, c'est bien construit, bien entretenu. De toute façon, le tourisme représente une part importante, j'imagine, dans leurs ressources, quoi, dans leur économie. Donc, non, je crois qu'ils entretiennent très bien leur patrimoine, oui. Alors, sauf pour les Haveli, où effectivement, là, on a eu une impression d'abandon, c'est vrai. Ouais. Le tourisme est sans doute une ressource importante. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça représente dans le PIB de l'État, mais
proportionnellement à la population, ça reste quand même relativement faible, parce que je voyais sur les chiffres qu'il y a même pas 1 500 000 touristes, à peine 1 500 000 touristes, ce qui est, pour un État qui est presque les 3/5 de la France, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est 1 500 000 touristes étrangers. C'est-à-dire, par contre, il y a beaucoup de gens qui viennent du sud de l'Inde ou des autres régions de l'Inde qui viennent visiter le Rajasthan. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de tourisme. D'accord. Donc il y a une infrastructure hôtelière qui est adaptée à cette fréquentation touristique, à la fois nationale et internationale. Nationale et internationale, effectivement. Alors moi, il y a autre chose. Bon, donc on a parlé des Havelis, là, des forts. On a visité des temples Jain. Alors là, de toute beauté. Je crois que c'est ce que moi j'ai préféré. C'était où, Jean-Loup? Je ne me rappelle même plus. Et là, on a eu tout un petit topo sur la religion Jain que je connaissais à peine. Parce que donc c'est une des minorités religieuses pas du Rajasthan, de l'Inde, parce qu'il n'y a pas qu'au Rajasthan qu'il y a des Jains. Et la mère de Gandhi était Jain. Et donc, un de leurs principes religieux, c'est la non-violence. Et en fait, j'avais jamais fait le rapprochement que Gandhi et cette théorie de la non-violence, en fait, venaient directement de sa religion. Et de l'influence de sa mère. Et de l'influence de sa mère. Mais alors, par contre, au niveau architectural, c'est de la dentelle de marbre. Ouais. Et c'est pas un petit temple. C'est-à-dire, il y en a je ne sais combien, sur je ne sais combien de mètres carrés. C'est extraordinaire. Tout blanc, c'est tout blanc en marbre, de la dentelle. Là, vous venez de parler de marbre. Le Rajasthan est célèbre par ses carrières de marbre. Il y a des ressources de marbre importantes à côté d'autres ressources minières, si j'en crois la littérature. D'accord. Dans les forts, dans les palais, est-ce qu'il y a quelque chose encore? Est-ce qu'il y a du mobilier? Est-ce qu'il y a des choses remarquables à voir? Alors là, on a vu des musées. Oui, il y a beaucoup de mobilier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de musées à l'intérieur de ces constructions anciennes. Ouais. Et on y trouve du mobilier, mais également des sculptures, des œuvres d'art, des vases et des choses, des statues. Oui, tout à fait. Donc une richesse patrimoniale extraordinaire. Oui. Alors Bikaner, c'est tout à fait dans le nord-ouest, enfin disons, c'est déjà dans le nord-ouest. Et après ça, où est-ce que vous êtes allé? Alors nous sommes allés à Jaisalmer, qui est complètement là à l'ouest, qui est tout près de la frontière pakistanaise. Donc, et là c'est le désert. Là c'est vraiment le désert de sable. Et c'est là où nous avons eu l'occasion de faire notre petite randonnée en dromadaire. On nous a expliqué également qu'il y avait beaucoup de tensions sur cette frontière, parce que Pakistanais et Indiens ne sont pas toujours d'accord. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a, dans ce fameux désert, il y a des bases militaires avec des avions qui sont installés. Justement, c'est ce que je voulais vous demander, si à proximité de la frontière du Pakistan, vous avez senti cette tension permanente entre les deux pays. C'est-à-dire que nous, c'est difficile de la ressentir parce que nous étions en côte de passage. On était à 30 km. Mais donc le guide nous a bien expliqué qu'il y avait des tensions et qu'il y avait souvent des incidents à la frontière d'ailleurs. C'est le Cachemire. Non, pas là. Ils se battent pour le Cachemire. Oui, la clé du conflit, c'est le Cachemire, le contrôle du Cachemire, effectivement. Alors, Jaisalmer, et ensuite? Après, nous sommes redescendus vers Jaipur, et puis nous sommes allés jusqu'à Udaipur, qui est complètement au sud du Rajasthan, et pour remonter ensuite vers Jaipur, qui est la capitale du Rajasthan. Et avant de regagner Delhi, nous sommes arrêtés à Agra. Près de cette ville se trouve le fameux Taj Mahal. Tout à l'heure, nous parlions de marbre. Et c'est là, il y a ce fameux mausolée en marbre qui est d'une toute beauté. Alors là, vous étiez sorti du Rajasthan. Exactement, oui. Mais vous avez eu un autre aspect, si on peut dire, de l'Inde avec le Taj Mahal. Taj Mahal qui, malheureusement, est dans la pollution. On n'a pas évoqué ce problème, mais en Inde, l'Inde, c'est quand même un pays de 1,3 milliard d'habitants, sur une superficie de 3 millions de kilomètres carrés, donc en gros 6 fois la France au niveau étendu. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de pollution, notamment à Delhi et autour de Delhi. On voit le Taj Mahal qui est toujours dans une espèce de brouillard. Alors nous sommes allés tôt le matin, on aurait pu croire que c'était un brouillard, mais en fait c'était de la pollution.
Alors justement, puisque vous parlez de pollution et vous parlez de l'énormité de ce subcontinent, est-ce que même avec un circuit rapide et en groupe comme celui que vous avez fait, on se rend compte quand même de l'état de développement économique de l'Inde et de ses progrès et de certains aspects de l'industrialisation, même dans une région comme le Rajasthan. Nous avons été surpris de façon agréable. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait énormément de circulation, on le disait tout à l'heure, mais dans cette circulation, il y a énormément de véhicules et de voitures neufs. Ce qui n'existait pas il y a quelques années, d'après ce qu'on nous a dit en cours de route. Mais c'est vrai, nous, on l'a constaté par nous-mêmes. Et au niveau économique, on sent que c'est un pays qui bouge beaucoup, parce que dans les grandes villes, on retrouve des choses qu'on voit en Europe également. Et il y a quelque chose aussi qui est très bien. On a eu la chance de visiter deux écoles primaires, et on s'est rendu compte que l'éducation était devenue une priorité pour l'Inde. Et maintenant, l'école est obligatoire dès l'âge de 4 ans, et jusqu'à 14 ans pour les filles, 16 ans pour les enfants, pour les garçons. Donc ça veut dire que c'est un produit qui évolue, qui va évoluer certainement très rapidement. Il y avait dans ce domaine un retard considérable à rattraper, en particulier dans le domaine de l'éducation des filles. Mais à votre avis, vous avez l'impression que ce retard est en train d'être comblé ? Oui, tout à fait. Oui, d'abord parce qu'effectivement, oui, c'est des écoles mixtes, ce qui est quand même extraordinaire. Et enfin, moi, là, c'est une impression personnelle. Le Premier ministre indien actuel, Modi, enfin, on nous a dit plusieurs fois, donc, qu'il mettait le paquet sur l'éducation, avec contrôle de l'État derrière, c'est-à-dire que les familles qui n'amènent pas leurs gamins doivent des jours de travail à l'État, comme une sorte de punition. Il veut mettre aussi le paquet sur l'assainissement, qui est quand même un des fléaux de l'Inde, parce que une des premières impressions, comme vous nous demandiez tout à l'heure, c'est aussi ces tonneaux d'immondices partout, dans les rues, etc. Or, on a été assez surpris. Parfois, on trouve ça, effectivement, et parfois une netteté absolue des rues, comme s'il y avait un service d'assainissement qui passait. Et donc, apparemment, c'est une des priorités du Premier ministre Modi, sur lequel on a dit pas mal de choses, que c'était quand même un nationaliste un peu hystérique, etc. Et apparemment, comme Premier ministre, il a de très bons réflexes. Et là, les 2 ou 3 priorités qu'il a données à sa population, c'est suivi des faits en plus. Et nous, on le voit. En tout cas, s'attaquer au problème de l'assainissement pour un pays gigantesque comme l'Inde, qui avait dans ce domaine un retard et qui continue à avoir un retard considérable, c'était une priorité absolue. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression d'un pays dynamique, dans lequel il y a un élan évidemment, je pense que vous avez été frappé par la jeunesse de la population, j'imagine. Oui, c'est ça. Déjà, moi, je trouve que c'est des gens joyeux. On a l'impression qu'ils sont contents de vivre. C'est déjà énorme, parce que quand on voit en France l'état de morosité dans lequel on vit actuellement, en Inde, ce qui est quand même très surprenant, on sait qu'ils ont des moyens de subsistance divisés par 10 par rapport aux nôtres, c'est des gens joyeux qui rient. Alors cette jeunesse, on les voit tous avec des portables. Alors, vous nous demandiez les signes de modernité de l'Inde, ça c'en est, parce que même toutes les femmes en sari, etc., elles se promènent, elles ont tout un portable dans l'oreille, quoi. C'est... quelle était la question ? J'ai oublié. Je vous demandais s'il y avait un élan, mais vous avez dérivé, oui. Vous nous avez parlé, vous nous avez amené à la condition féminine, ce qui va motiver ma prochaine question. Oui. La condition féminine de l'Inde, est-ce qu'elle vous a paru particulièrement déprimée ? Est-ce que vous avez entreaperçu des problèmes qui sont des problèmes récurrents et dont l'actualité se fait l'écho ? Non, franchement, on ne peut pas dire qu'on a vu, au travers d'un voyage organisé, il aurait fallu parler avec des femmes, parce qu'on sait qu'effectivement, les mariages arrangés, c'est la règle en Inde. Arrangés et forcés, bien souvent, parce qu'elles peuvent être très jeunes. Moi, j'ai quand même remarqué des très jeunes femmes qui avaient déjà 1 ou 2 gamins. Alors, elles ont dû accoucher à 15 ans. Enfin bon, mais ça, c'est pour l'Inde, je pense que c'est quasiment la règle. Mais je ne peux pas dire, non, que j'ai vu... non, il aurait fallu discuter avec les femmes. Oui. Bon, il y a des femmes commerçantes, elles travaillent, mais non, on a plus l'impression que c'est de la...
C'est de la débrouillardise. C'est-à-dire, on voit un tas de petites échoppes qui font tout le secteur informel, ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire de petits commerces, petits artisans, réparateurs. Voilà, spécialisés alors dans des pneus, des vieux pneus, ou je sais pas, des casseroles. Ça va être. Et les femmes ont toute leur part là-dedans. Mais de là à dire que, est-ce que j'ai vu un signe d'émancipation? Non, je peux pas. Alors malgré tout, je pense que vous avez été frappé par les inégalités qui sont quand même très grandes. Est-ce que vous avez entreaperçu des Indiens qui vous ont paru extrêmement riches et vu également des Indiens qui vous ont paru très pauvres? Oui, effectivement, c'est un pays de contraste, là encore. Quand on arrive à Delhi, dans les gares, on voit des gens qui dorment sur les bancs, qui dorment dehors, qui n'ont pas de quoi, qui n'ont pas de maison, en fait. Et par contre, on a pu voir également des gens, on sent à l'aise avec des superbes maisons, ce qu'ils appellent là-bas les riches. Effectivement, il y a les deux. Oui, et même les très riches. Alors ça, on ne les a pas rencontrés, mais le guide nous disait que les descendants des Maharajas, en fait, ils se sont toujours construits, ils ont toujours un patrimoine extraordinaire, et donc ils habitent dans des sortes de châteaux qui se sont fait construire, même il y a 15-20 ans. Donc on nous a montré une résidence où il y avait plus de 350 chambres, je crois. Donc ils ont gardé les signes de richesse qu'ils avaient avant l'indépendance. Le style de vie, le même style de vie de l'ancienne aristocratie. Et ils sont toujours propriétaires de leur palais. Alors, non, ils n'ont plus de pouvoir politique, mais ils restent propriétaires de leurs palais qui ont été transformés avec l'accord du gouvernement en hôtels. Mais ils tirent les fruits de leur patrimoine familial. Tout à fait. Oui, effectivement, on a eu l'occasion de visiter ce genre de patrimoine, c'est absolument fabuleux. Ouais. Fabuleux. Et donc, alors, ce que disait Claudie, c'est vrai, donc ils n'ont plus de pouvoir politique, ça remonte comment c'était suite à Gandhi, en fait. 47, oui. Mais ils sont toujours présents et ils ont toujours leur fortune, quoi. Et l'attitude des Indiens, c'est ça qui est étonnant, c'est que donc il n'y a plus le système de Maharaja, mais l'attitude des Indiens est toujours une très grande déférence vis-à-vis de leurs anciens maîtres. Attitude révérentielle vis-à-vis des anciennes élites. Ça n'a pas changé. Bien sûr. Le temps file à toute vitesse, malheureusement, et on vous entendrait, on vous écouterait pendant des heures. Claudie et Jean-Louis, est-ce que vous avez d'autres projets maintenant ? Est-ce que vous voulez revenir en Inde ou est-ce que votre prochain voyage va vous emmener dans une autre direction ? Est-ce que vous avez été atteint par le virus de l'Asie ? Moi, j'aimerais beaucoup découvrir le Sri Lanka. Parce que c'est encore très différent, c'est toujours l'Inde quand même si c'est indépendant, c'est toujours l'Inde et c'est encore un autre aspect, là c'est le bouddhisme. Le berceau du bouddhisme. C'est le berceau, ah bon d'accord, donc je ne savais pas, mais je sais que c'est essentiellement bouddhiste, et là c'est des paysages paraît-il extraordinaires, avec des statues immenses de Bouddha au milieu d'une jungle, enfin bon, ça je veux voir ça. Voilà. Jean-Louis ? Moi, je suis partant, je suis prêt à accompagner Claudie. Alors, quand, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas encore de projet bien arrêté, mais c'est vrai qu'on y pense dans les années à venir et il est possible qu'on retourne en Asie, effectivement. En tout cas, c'est toujours vers l'Est que vous espérez ou pensez partir la prochaine fois. Moi, j'aimerais bien, oui. Oui, franchement, oui. Je ne connais pas. En plus, oui. Claudie, Jean-Louis, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bon prochain voyage. Merci. En espérant que vous viendrez aussi raconter vos aventures avec plaisir. À nos auditeurs de Tranche de vie. Avec plaisir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.